La lumière matinale du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle, projetant de doux motifs sur le parquet usé de la cuisine de ma grand-mère. Je me tenais près de l'évier, pressant doucement la poire en caoutchouc du tensiomètre enroulé autour de son bras fin, regardant les chiffres grimper. Je m'appelle Camille Dupont. Je vis à Bordeaux, dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans la même vieille maison grinçante où j'ai grandi, prenant désormais soin de la femme qui m'a élevé autrefois. Tes mains tremblent encore, mamie, murmurai-je, essayant de garder un ton léger. Éléonore Dupont, 80 ans et toujours aussi fière, me lança un regard noir capable de trancher l'acier. Parce que ce truc ment encore. Impossible. Ma tension ne peut pas être aussi bonne. Toi et cette machine, vous avez tous les deux tort. Je gloussai. 130 sur 80. C'est une santé d'astronaute. Elle souffla, visiblement déçue que les chiffres ne confirment pas son numéro habituel d'être à l'article de la mort. Ma grand-mère avait le sens du drame et la conviction profonde que si elle ne faisait pas de bruit, le monde oublierait qu'elle était là. Elle se redressa sur sa chaise, ajustant son foulard comme une reine se préparant pour la cour. À mon époque, on n'avait pas besoin de gadgets pour savoir comment on se sentait. Je sens bien que mon cœur bat la chamade. Il doit être à plus de 2 cents. Alors tu ferais bien de rester assise, sinon je vais devoir appeler le SAMU, la taquinai-je en posant une assiette de pain grillé et 2 brouillés devant elle. À ces mots, son visage s'adoucit un peu. Tu n'oserais pas. Tu as raison. Je ne donnerai pas cette satisfaction aux infirmières des urgences. Elles ne t'ont toujours pas pardonné pour cette fois-là. Tu as simulé des douleurs thoraciques juste pour qu'on te coupe ton alliance. Ses épaules tremblèrent de rire. Elle fit mine de s'en offusquer. Cette bague était coincée et je la voulais enlever. Il n'y avait rien de simulé là-dedans. Nous tombâmes dans un rythme familier. Ses critiques pointilleuses, mes esquives. C'était ainsi que nous avions toujours été, surtout depuis que j'étais revenu vivre ici après le décès de maman et le départ de papa pour le travail à Lyon. Je travaillais le matin à la clinique Saint-Julien, l'après-midi à temps partiel dans un petit centre d'urgence du centre-ville, et le soir à la maison avec grand-mère. Elle insistait sur le fait que j'en faisais trop, mais elle adorait l'attention. « Tu sais à quoi je pensais hier soir » dit-elle soudainement, se tamponnant la bouche avec une serviette. « À quel point je veux vivre assez longtemps pour tenir un arrière-petit-enfant dans mes bras. » Je jetai un coup d'œil à l'horloge. 7h20. J'avais encore le temps. Tu me dis ça tous les dimanches depuis mes 25 ans, mamie. Et je continuerai de le dire jusqu'à ce que tu le fasses. Tu sais ce qu'on dit, si une femme vit assez longtemps pour bercer son arrière-petit-enfant, ses péchés sont effacés. Comme un baptême avec des couches. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la rédemption, dis-je, mais je souriais. Elle se pencha, plissant les yeux. Alors, il y a quelqu'un dont je devrais être au courant. J'hésitai un instant de trop. Grand-mère le remarqua. Ah. Je le savais. N'ose pas dire que ce n'est rien. Qui est-ce? Je soupirai, ne sachant toujours pas s'il était trop tôt pour en parler. Mais quelque chose dans la lueur de ses yeux, la même lueur que lorsqu'elle m'avait surprise en train de voler des biscuits à 7 ans, me fit céder. Il s'appelle Marc. Marc Dupont. Elle cligna des yeux. Le même nom de famille? Je haussai les épaules. Simple coïncidence. Nous ne sommes pas de la même famille, je te le promets. Et on se fréquente depuis presque 1 an maintenant. Le visage d'Éléonore s'épanouit en une expression à la fois suffisante et ravie. Tu parles. Tu es la première personne à qui je le dis. Cela sembla lui plaire encore plus que le petit déjeuner. Elle tapota ma main, la serrant avec une force surprenante. Camille, si ce garçon Marc est aussi bien qu'il en a l'air, tu ferais bien de le garder. Ne laisse pas la vie te passer sous le nez. J'opinai du chef, rangeant ce moment dans un coin paisible de mon cœur. Dans cette cuisine bordelaise chaleureuse, avec la bouilloire qui sifflait et les arbres à l'extérieur qui se débarrassaient des derniers frimas du printemps, je me laissais imaginer cette vie qu'elle voulait pour moi, une famille, un avenir. Une sorte de paix que je n'avais pas osé espérer depuis des années. J'étais loin de me douter que cette paix ne tenait déjà plus qu'à un fil. Au travail, je plaisantais souvent en disant que l'accueil de la gestion médicale de l'estuaire sentait le désespoir et le café brûlé. C'était peut-être la vieille moquette, ou peut-être juste la façon dont les rêves des gens se racornissaient sous les néons et les tableaux Excel.
J'y travaillais 3 jours par semaine, juste assez pour garder un pied dans le milieu et conserver ma mutuelle, sous les ordres d'une femme que j'appelais autrefois ma meilleure amie, Sophie Renard. Nous nous connaissions depuis le lycée. Elle était la fille au rire fort, au brillant à lèvres éclatants, douée pour se sortir des cours de sport avec du baratin. J'étais plus calme, plutôt du genre organisatrice, soucieuse des détails. Bizarrement, les contraires s'attirent. Nous partagions nos casiers, nos vêtements, et même 1 ou 2 coups de cœur pour des garçons, jusqu'à ce que la vie nous tire dans des directions différentes. Ou peut-être que non. Peut-être que je ne l'avais simplement pas vu venir. « Pourquoi tu rayonnes comme si quelqu'un t'avait demandé en mariage ?» demanda-t-elle en se laissant tomber sur la chaise à côté de moi et en me donnant un coup de coude. Je lui lançai un regard. « Tu as encore regardé trop de comédies romantiques. » Non, sérieusement. Tu as ce visage de « quelqu'un m'a raccompagné à ma voiture et a conclu de la bonne manière. » Je soupirai. « Si tu veux tout savoir, Marc et moi avons dîné ensemble hier soir. C'était sympa. » La bouche de Sophie se tordit en un sourire en coin. Sympa. C'est tout? Allez. Je sais que ton sympa veut dire que tu n'as pas couché. Tu as juste flotté sur un nuage d'eau de colonnes masculines et de promesses. Je levai les yeux au ciel, mais elle n'avait pas tort. Sophie avait rencontré Marc une fois, très brièvement. C'était l'automne dernier, lors d'un repas de bureau mal organisé. Il avait déposé une tarte aux pommes, m'avait embrassé la joue, et avait disparu en parfait gentleman. Elle avait observé toute la scène avec le même regard qu'elle posait sur les soldes dans les boutiques de créateurs. Intense, prédateur, légèrement amusé. « Il conduit toujours ce SUV bleu marine ?» demanda-t-elle d'un ton presque trop désinvolte. « Ouais. Ça doit être bien. Le gars a des mains stables et un boulot décent. Il a l'air de pouvoir soulever un canapé sans se plaindre. Ce n'est pas un meuble, Sophie. » Elle s'adossa à sa chaise, faisant tourner le bord de son bracelet en or. « Je dis juste que certaines d'entre nous sont là à accumuler les dommages émotionnels et les lâches. Pendant ce temps, tu as un homme qui répond réellement à tes messages et qui t'ouvre les portes. C'est rare. » C'était là. La pique. Cette chose qu'elle ne disait jamais à voix haute, mais qu'elle sous-entendait toujours, que j'avais quelque chose qu'elle estimait lui revenir de droit. Je voulais faire abstraction, me rappeler que c'était juste Sophie étant Sophie. Mais quelque chose dans son ton m'a poursuivi toute la journée. Plus tard, alors que nous tapions en silence, elle reprit la parole, la voix basse. « Tu sais que c'est bizarre? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Toi et Marc. Je n'aurais jamais cru que tu craquerais pour quelqu'un comme lui. Quelqu'un d'aussi. » Elle haussa les épaules, fuyant mon regard. « Je ne sais pas. Trop lisse, ennuyeux, peut-être prévisible. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Je réalisais quelque chose à cet instant précis. Quelque chose d'aigu et de dérangeant. Ma meilleure amie, la fille avec qui j'avais ri dans les vestiaires et pleuré devant des pots de glace, avait cessé de me soutenir depuis bien longtemps. Quelque part entre nos rêveries d'adolescentes et nos déceptions d'adultes, le fil qui nous unissait s'était aminci, et je n'étais pas sûr qu'il puisse tenir encore longtemps. Et pourtant, je souris, faisant semblant de ne rien remarquer. Parce qu'on ne lâche pas quelqu'un qu'on connaît depuis la moitié de sa vie en un seul jour. Cela se fait par des silences, des regards, des commentaires désinvoltes déguisés en blagues, et je n'étais pas encore tout à fait prête à y faire face. C'était un vendredi soir lorsque Marc proposa qu'on aille voir un film en ville. Il y avait ce petit cinéma d'art et d'essai juste à côté de la rue des Forces qui passait encore des classiques étrangers sur de vraies pellicules. Pas de numérique, pas de remasterisation, juste des bobines granuleuses avec des sous-titres et un son qui grésille. Marc savait que j'adorais ça. Un film italien, avait-il dit. Tu feras semblant de lire les sous-titres et je ferai semblant de comprendre l'intrigue. J'avais ri. Marché conclu. Je portais ma robe bordeaux préférée, celle que mamie Éléonore disait toujours qu'elle me donnait l'air d'une demoiselle de la bonne société bordelaise cachant un secret. Nous devions nous retrouver à 19h, prendre du pop-corn et peut-être quelques-uns de ces horribles bonbons à la réglisse que je ne mangeais que par nostalgie. Mais à 18h58, mon téléphone vibra. Sophie. Devine quoi? Je suis en centre-ville aussi. Je sors juste d'un after-work. Tu veux qu'on se rejoigne? J'hésitais, le pouce suspendu.
Puis, contre tout instinct, je répondis, moi? On va au cinéma d'art et d'essai. Un drame italien. Oh, je vais passer. Je mourais d'envie de voir un truc tragique et un télo. Je fixai l'écran. Je ne répondis pas, mais 2 minutes plus tard, elle m'écrivit de nouveau, presque arrivée. Ne me plante pas. Quand je tournais au coin de la rue, Marc m'attendait déjà, debout près de la marquise lumineuse, les mains dans les poches, ressemblant en tout point à un personnage de vieux film romantique. Et elle était là, déjà à ses côtés. Camille, lança-t-elle joyeusement, comme si c'était le plan depuis le début. Marc sourit quand il me vit, mais son expression vacilla. Juste un peu. Pas de l'agacement, pas de la colère, juste de la confusion. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait de la compagnie ce soir, dit-il doucement quand je l'atteignis. Ouais, changement de dernière minute, murmurai-je, avant de me tourner vers Sophie. Tu es sûr de vouloir supporter des sous-titres? Elle sourit de toutes ses dents. Je peux gérer des hommes étrangers qui marmonnent sur des amours perdus et des cigarettes. À l'intérieur, les sièges grinçaient. Le cinéma sentait le beurre de pop-corn et le velours poussiéreux. Nous nous assîmes sur la même rangée, Sophie au milieu, comme si c'était aussi son rendez-vous à elle. Pendant tout le film, elle chuchota des commentaires à voix haute. Elle haletait au rebondissement, riait aux scènes qui n'étaient pas drôles, et à un moment, elle enleva même ses talons pour appuyer ses pieds sur le siège de devant. Marc ne dit pas un mot, mais je vis sa mâchoire se crisper. Je vis comment il cessa de chercher ma main au milieu du deuxième acte. Quand le générique de fin défila et que le vieux projecteur s'arrêta dans un cliquetis, j'expirai pour la première fois depuis ce qui m'avait semblé être une heure. N'était-ce pas délicieusement déprimant, soupira Sophie. Alors, quand est-ce qu'on va boire un verre? Je connais ce bar en rooftop sympa sûr. Marc secoua la tête. En fait, on pensait rentrer. Oh, dit-elle en clignant des yeux innocemment. Vous deux, toujours couchés avec les poules. Marc se tourna vers moi. On peut marcher un peu. J'acquiesçai. Sophie fit un signe de la main dramatique. Très bien, les tourtereaux. Ne soyez pas surpris si je m'invite à votre mariage un jour. Nous sourîmes poliment. Je ne me retournai pas. Dehors, la nuit bordelaise était chaude et lourde d'humidité. Les feuilles des vieux platanes se balançaient au-dessus des trottoirs comme des rideaux fantomatiques. Le seul son à la ronde était le claquement de mes talons. Quand nous atteignîmes l'un des bancs du parc public, Marc s'arrêta. « Ça va ?» demandai-je. Il se frotta la nuque. Ouais. Ce n'était juste pas la soirée que j'avais imaginée. Moi non plus. Un silence. Puis il plongea la main dans la poche de sa veste. J'allais faire ça pendant le dîner, peut-être avec des bougies ou un truc moins bizarrement chaotique. Mais au diable, c'est tout nous. Il sortit une petite boîte bleu marine et l'ouvrit. À l'intérieur, nichée dans du velours sombre, se trouvait une bague qui scintillait comme la Garonne au coucher du soleil. « Camille Dupont, dit-il, les yeux plongés dans les miens. Veux-tu m'épouser ?» Je fus incapable de parler pendant un instant. Puis j'éclatai de rire, à moitié de nervosité, à moitié de joie pure. « Oui, murmurai-je. Mon Dieu, oui. » Il glissa la bague à mon doigt. Au loin, le tonnerre gronda. Et c'était peut-être juste mon imagination, mais ça sonnait presque comme un avertissement. On dit que la première année de mariage est la plus difficile, mais pour nous, c'était comme flotter dans du miel. Tout était doré, lent, et incroyablement doux. Notre petite maison de la rue des Magnolias craquait peut-être sous le poids des années, mais c'était notre foyer, le nôtre. Je la remplissais de bougies et de couvertures douces. Marc remplissait le garde-manger comme si nous nous préparions pour l'hiver à la montagne. Nous n'avons pas eu de lune de miel. Nous n'en avions pas besoin. Chaque matin donnait l'impression de se réveiller face à quelque chose de sacré. Chaque nuit se terminait par un rire étouffé dans l'oreiller. Je travaillais toujours à temps partiel, principalement au centre d'urgence. Marc réussissait bien aussi. Il avait commencé à superviser des équipes de maintenance pour un groupe immobilier du centre-ville, ce qui signifiait des horaires plus stables et un meilleur salaire. Il avait même arrêté de ramener ses chaussures de sécurité pleines de boue. Nos routines semblaient ordinaires, réconfortantes. Et puis Sophie est venue. Elle n'a pas appelé d'abord, n'a pas envoyé de message,
elle a juste débarqué un dimanche après-midi avec un sachet de biscuits d'une boulangerie hors de prix du quai des Chartrons, et l'odeur d'un parfum cher dans son sillage. J'étais en legging et dans un grand t-shirt de marque, les cheveux en chignon ébouriffés, sans maquillage. Elle avait l'air de sortir d'une publicité pour les Galeries Lafayette. « Eh bien, regarde-toi, dit-elle, scrutant le salon avec un sourire tordu. Cosy, cette petite chaumière. Je pensais que tu aurais emménagé dans quelque chose de plus chic après avoir attrapé Monsieur Grand et Silencieux. » J'ai ri, mais quelque chose dans son ton a rendu l'atmosphère moins chaleureuse. Marc lui a offert du thé, en parfait gentleman. Elle a refusé, plissant le nez comme si l'idée d'un Earl Grey de supermarché risquait de lui brûler la langue. Pendant 10 minutes, elle a parlé sans s'arrêter de sa promotion, de sa nouvelle voiture, de sa brève liaison avec un agent immobilier du coin. Elle me regardait à peine, mais chaque fois que Marc parlait, elle tournait brusquement la tête, les yeux brillants, comme si elle se connectait à quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Quand elle est enfin partie, je suis resté à la fenêtre, la regardant se pavaner sur le trottoir dans ses bottes à talons. « Ça va ?» demanda Marc, glissant un bras autour de ma taille. « Ouais », répondis-je, mais je n'en étais pas sûr. C'était le début de tout. Pas le début de la fin. Non, pas encore. Juste le basculement. La première onde sur une eau calme. Cette visite a eu lieu quelques semaines seulement avant que je découvre que j'étais enceinte, même si je ne le savais pas à ce moment-là. Au cours des mois suivants, j'ai vu Sophie de moins en moins. En partie à cause du travail. Nous étions toutes les deux plus occupées. En partie à cause de moi. Je n'ai pas cherché à la contacter. Quelque chose de non dit était passé entre nous, et je ne savais pas comment l'effacer. Puis est venue la surprise. Les 2 barres roses. J'ai fixé le test pendant 5 bonnes minutes avant de m'autoriser à y croire. Marc m'a serré dans ses bras dans la cuisine. Tous les 2 pieds nus et stupéfaits. Il a pleuré. Pas moi. Je me suis juste accroché à lui et j'ai murmuré, « Tout va bien se passer. » Et ce fut le cas, du moins pendant un temps. Sophie l'a appris au travail. Elle m'a apporté un café décaféiné du café du rez-de-chaussée et a forcé un sourire. « Un petit bébé Dupont », a-t-elle dit, la voix tendue. Tellement traditionnel. Je l'ai remerciée. Elle m'a tapoté la main comme si elle me bénissait avant un long et difficile voyage qu'elle n'avait aucune intention d'entreprendre elle-même. Les semaines ont passé. Mon ventre s'est arrondi. Marc a construit un berceau de ses propres mains. Il l'a poncé tous les week-ends jusqu'à ce qu'il brille. Grand-mère Éléonore a commencé à tricoter des chaussons avec de minuscules boutons dépareillés. Sophie n'a jamais demandé la date du terme. Elle n'est plus jamais repassée, mais son silence était plus bruyant que n'importe quel mot. Le bureau n'avait pas l'air différent le jour où Sophie a été promue, mais tout a changé. Son nom est apparu en gras sur la porte vitrée. Sophie Renard, chef de la comptabilité. Une nouvelle plaque, une nouvelle paire de talons, et un tout nouveau ton de voix. Je n'étais pas surprise qu'elle obtienne le poste. Sophie avait toujours su parler aux bonnes personnes, rire aux bonnes blagues, siroter le bon vin au bon gala de charité. Elle était faite pour être cadre intermédiaire. La seule chose anormale était la rapidité avec laquelle elle avait cessé d'être Sophie l'amie pour devenir Madame Renard la patronne. Ça a commencé par des petites choses. Tu pourrais relire ça, Camille. Tes chiffres ont l'air d'avoir été faits à la va-vite. Ou bien, prends juste les appels aujourd'hui. Tu as l'air un peu fatigué dernièrement. J'étais fatigué. J'étais dans mon 3e trimestre. Mes chevilles gonflaient comme des ballons. Mon dos me faisait souffrir avant même l'heure du déjeuner. Et le bébé avait la fâcheuse habitude de donner des coups de pied juste quand j'essayais d'équilibrer les factures. Mais je continuais à venir, parce que c'est ce qu'on fait quand on construit une vie. Un après-midi, les doigts tremblants plus que d'habitude, j'ai frappé à la porte de son bureau, son nouveau bureau vitré avec de fausses orchidées et des citations inspirantes encadrées d'or. Elle n'a pas levé les yeux. « Sophie », dis-je doucement. « Tu as une minute ? » Pas vraiment, mais si c'est important. Elle désigna d'un geste la chaise de l'autre côté de son bureau. Je m'assis en essayant de ne pas grimacer. Le bébé s'était déplacé d'une façon qui rendait la respiration difficile. Je serrais le morceau de papier plié dans ma main. Ma demande formelle de congé anticipé. J'ai parlé aux ressources humaines.
Ils m'ont dit que si j'obtenais l'approbation de ma supérieure, je pouvais commencer mon congé maternité 2 semaines plus tôt. Juste pour. Pourquoi, coupa-t-elle? Je clignai des yeux. Pour me reposer. Mon médecin dit que les gonflements ont empiré. Ils sont un peu inquiets pour ma. Sophie laissa échapper un rire soufflé, le genre de rire qui n'était ni gentil ni amusé. Camille, on clôture les bilans de fin d'année. Tout le monde est stressé. J'ai 3 stagiaires en pleurs dans le couloir. Tu penses que c'est le moment de disparaître? Je ne disparais pas, dis-je prudemment. Je demande juste un peu de flexibilité. C'est juste que. Tu partiras quand le système dira que tu y es autorisé. C'est la politique de la maison. Je ne fais pas les règles. Mais elle le faisait. Tout le monde savait qu'elle le faisait maintenant. Je me suis levé, les jambes tremblantes, plus par colère que par fatigue. Je connaissais cette femme depuis près de 2 décennies. On avait partagé des secrets, des chagrins d'amour, et des brosses à cheveux. Et maintenant, elle me regardait comme si j'étais une étrangère prenant trop de place. J'atteignais la porte quand elle l'a dit. Oh, et Camille. Je me suis retourné. Ses yeux brillaient. Suffisant, froid, presque réjoui. Toute cette aura rayonnante que tu promènes partout. Ne l'étale pas trop. Certaines d'entre nous doivent travailler 2 fois plus dur sans un mari qui nous prépare des gratins et nous construit des berceaux. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement parti. J'ai descendu le couloir, atteint la cage d'escalier, et je me suis effondré. Pas à cause de ces mots, mais à cause de ce qui a suivi. Cette nuit-là, j'ai commencé à avoir des saignements. La douleur a été aiguë. Soudaine. Marc m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Ils m'ont gardé en observation pour la nuit. Ils ont dit qu'il me fallait un repos strict au lit. Ils ont dit que mon corps criait pitié. Vous tirez trop sur la corde, a dit le médecin, d'un ton doux mais ferme. Reposez-vous ou vous risquez pire que du stress. Alors je me suis reposé. Et dans ce silence, j'ai réfléchi à l'amitié. À la façon dont elle peut éclore comme du jasmin au printemps, ou pourrir comme un fruit oublié en pleine chaleur. Et parfois, la personne à qui l'on a confié son cœur devient celle qui brandit la lame. Chloé est venue au monde un lundi matin, juste après qu'un orage ait balayé Bordeaux. Je me souviens d'avoir été allongé dans cette chambre blanche et stérile, m'agrippant au drap comme à une corde pendant que mon corps se déchirait pour laisser entrer la vie. Et ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la terreur. De l'espoir. Oh, 1000 choses à la fois. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Pendant le plus court et le plus long moment de ma vie, le silence. Puis, comme un ruban qui se déchire, sa voix. Faible, aiguë, éraillée. Mais bien là, vivante. J'ai sangloté. Marc me tenait la main si fort que j'ai cru qu'il allait m'écraser les doigts. Nous nous sommes regardés avec des yeux écarquillés, comme des enfants qui venaient de trébucher sur quelque chose de trop grand pour qu'ils puissent le comprendre. Et c'était peut-être le cas. Ils l'ont placé dans un berceau en verre. Des tubes serpentaient déjà depuis son nez minuscule. Elle avait l'air fragile, plus esprit que chair. C'est juste une précaution, a dit l'infirmière. Mais je voyais bien la façon dont le médecin rôdait. La façon dont il chuchotait dans un coin de la pièce. Quelque chose n'allait pas. 2 heures plus tard, ils l'ont confirmé. Elle a une malformation cardiaque congénitale, a dit doucement le médecin, les mains croisées comme si elle prononçait un éloge funèbre. Une malformation sévère. Nous allons devoir la garder en réanimation néonatale. Elle ne peut pas encore respirer toute seule. Les mots m'ont brisé comme du givre sur une vitre. Marc est resté figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va mourir? Non, a dit rapidement le médecin. Pas si nous agissons vite. Elle aura besoin d'une assistance respiratoire et très probablement d'une opération. Peut-être plus d'une. La première aura lieu dans quelques semaines, si elle est assez forte. Une opération sur un bébé qui pesait 2,7 kg et dont les battements de cœur étaient à peine assez forts pour être entendus. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis resté immobile, engourdi, comme si mon corps avait décidé de ne plus rien ressentir jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir le faire. Il n'avait rien dit à Chloé, bien sûr que non. Mais d'une façon ou d'une autre, elle le savait.
Elle s'est battue comme si elle avait quelque chose à prouver. Ses yeux, quand ils s'ouvraient, étaient sombres et anciens, comme si elle avait déjà vécu 1000 vies. Marc venait tous les jours à l'hôpital. Au début, il apportait des fleurs, des encas, et même un petit lion en peluche qui, disait-il, était un petit ami féroce pour garder son berceau. Mais quelque part entre la deuxième consultation chirurgicale et les appels interminables à la sécurité sociale et aux mutuelles, quelque chose a changé. Il a commencé à vérifier davantage son téléphone, à s'attarder dans le couloir au lieu d'entrer dans le service de néonatologie. Puis est venu le jour où nous l'avons ramené à la maison. Nous nous y étions préparés pendant des semaines, dégageant un coin de la chambre, installant la bouteille d'oxygène, réorganisant les meubles pour que je puisse l'atteindre en un seul pas. J'avais mémorisé le calendrier des médicaments comme une prière. Je n'étais pas seulement sa mère. J'étais son infirmière, sa gardienne, son système de défense 24 heures sur 24 contre le mauvais sort. Les premières semaines furent calmes, épuisantes, sacrées. Et puis, la fièvre. Elle a commencé 2 jours après le passage de la fille d'un voisin avec un hochet fait main. Elle n'était pas malade, pas visiblement, mais les tout petits portent des tempêtes sur leur peau. La respiration de Chloé est devenue superficielle. Sa petite poitrine se soulevait comme si elle se noyait sur la terre ferme. Nous avons foncé à l'hôpital. Cette fois, ils n'ont pas dit juste une précaution. Cette fois, ils ont dit le risque grave de détresse respiratoire. Marc est resté près de son berceau pendant 10 minutes, puis est parti passer des coups de fil. Il est revenu 3 heures plus tard. À ce moment-là, Chloé était stabilisée. Pour l'instant. Nous étions assis côte à côte sur des chaises en plastique à l'extérieur du service. Il ne parlait pas, moi non plus. Il n'y avait plus rien à dire, seulement ce qui serait dit plus tard, avec plus de force, dans des pièces plus cruelles. Mais cette nuit-là, nous avons simplement écouté le bip des machines, le bourdonnement de la survie, et la dissolution silencieuse de ce que nous appelions autrefois un mariage. Il y a un silence qui s'installe dans une maison quand l'amour commence à pourrir. Ce n'est pas bruyant, ni explosif. C'est le silence de 2 personnes qui partagent le même espace mais qui respirent dans des dimensions différentes. Le cliquetis des fourchettes contre les assiettes. Le bruit sourd des pas à l'étage. La façon dont il a cessé de dire bonne nuit. Marc a changé lentement. Au début, c'était de l'épuisement. Je suis juste fatigué, disait-il. Je ne peux pas faire les biberons au milieu de la nuit. J'ai des réunions. De toute façon, tu es déjà à la maison toute la journée. Puis, de la frustration. Pourquoi elle n'arrête pas de pleurer? Il ne l'avait pas réparée? Réparée. Comme si notre fille était un appareil électroménager défectueux qui refusait de fonctionner correctement. Je ne me suis pas battu avec lui. Pas encore. Je pensais que si je maintenais le cap, si je restais calme, fiable, inébranlable, il reviendrait à lui-même, à nous. Mais j'avais tort. Le jour où tout a éclaté, le ciel était exceptionnellement lumineux. Je m'en souviens parce que j'avais Chloé blottie contre ma poitrine dans son écharpe, son souffle doux contre ma clavicule, et la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre comme une brume dorée. Marc est rentré plus tôt que prévu. Il n'a pas enlevé ses chaussures, ne m'a pas embrassé sur la joue. Il est juste resté planté sur le pas de la porte, la mâchoire crispée, comme s'il se préparait à un impact. Je ne peux plus faire ça, a-t-il dit. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sût déjà. Cette maison, ces pleurs, cette version de notre vie. Ce n'est pas qui je suis. Je n'ai pas signé pour être l'aidant à plein temps d'un gamin malade et d'une femme qui ne sourit plus. J'ai baissé les yeux vers Chloé. Elle a cligné des yeux en me regardant, ses petites lèvres pincées comme un point d'interrogation. Tu nous quittes, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement marché vers le placard du couloir et a attrapé son sac de voyage. Je fréquente quelqu'un, a-t-il dit sans me regarder. Sophie. Le nom m'a frappé comme une gifle. Sophie, du bureau? Il a hoché la tête. Elle comprend. Elle me voit telle que je suis. Elle rend les choses légères à nouveau. Légères. C'était ce qu'il voulait. Pas de l'amour, pas de la profondeur, pas de la loyauté. Juste quelque chose en apesanteur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré.
Je suis passé devant lui pour aller dans la chambre de Chloé et j'ai fermé la porte. Il est parti ce soir-là. Pas d'au revoir pour sa fille. Aucune explication, juste le bruit de ses pneus sur les graviers de l'allée et le long et profond silence qui a suivi. Je me suis assise sur le sol de la chambre d'enfant avec Chloé dans les bras, la berçant doucement, écoutant le vent dehors et le bourdonnement de la machine à oxygène. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne reviendrait pas, et je ne voulais pas qu'il revienne. Pas l'homme qu'il était devenu. Pas l'homme qui regardait sa fille comme un fardeau, et non comme un miracle. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est qu'il ne faisait pas que nous tourner le dos. Il s'avançait vers quelque chose de plus sombre, de plus calculé, et je ne le découvrirais que bien, bien plus tard. Que nous abandonner n'était que le début de son plan. Les semaines qui ont suivi le départ de Marc n'ont été qu'un tourbillon de tâches de les materniser, de dossiers médicaux et de silence. Mais il y a eu autre chose aussi, je respirais. Je n'avais pas remarqué à quel point ma poitrine était oppressée jusqu'à ce qu'il parte. L'air me semblait plus pur, plus léger. Même avec le chagrin recroquevillé dans les coins de ma chambre comme des ombres, je pouvais enfin expirer. Chloé me gardait les pieds sur terre. Ses petits doigts s'enroulaient autour des miens avec une force surprenante. Son regard, vif, profond, ne vacillait jamais. C'était une battante. Et à cause d'elle, je n'avais d'autre choix que d'en être une aussi. Nous avons quitté cette maison étouffante. J'ai loué un petit appartement dans un vieil immeuble juste à côté de la rue Jeanne d'Arc, avec du parquet qui craquait et du lierre qui grimpait aux fenêtres. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. J'ai trouvé du travail dans une imprimerie locale qui comprenait quand je devais prendre des appels du cardiopédiatre ou rentrer plus tôt si le niveau d'oxygène de Chloé baissait. Ce n'était pas un métier glamour, mais c'était honnête. C'était apaisant. L'art a retrouvé le chemin de ma vie par petites touches silencieuses. Un croquis par-ci, une aquarelle par-là. Je peignais après que Chloé se soit endormie. Ses moniteurs clignotant doucement en arrière-plan comme des berceuses. Mes mains se souvenaient de plus de choses que je ne l'espérais. Les courbes, la couleur, le langage des émotions retranscrits sur la toile. Et puis un soir, Céline est passée avec une bouteille de vin bon marché et un regard que je n'avais pas vu depuis des années. Il y a une exposition collective le mois prochain au collectif des Quais, m'a-t-elle dit en se laissant tomber sur mon canapé taché de peinture. Soumets quelque chose. Tu en as besoin. J'ai ri. Je n'ai pas exposé depuis des années. Tu n'as pas respiré depuis des années. Allez, montre-leur qui tu es maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai peint 3 œuvres. Toutes calmes. Toutes fortes. Elles ne parlaient pas de chagrin d'amour ou de trahison. Elles parlaient de résilience, d'immobilité, du silence sacré après la tempête. Le soir du vernissage, l'ambiance était chaleureuse et dorée. La galerie était remplie de guirlandes lumineuses et de musique jazz douce. Je portais une robe portefeuille bleu marine qui me donnait l'impression d'avoir encore une taille fine, et j'avais même laissé Céline me coiffer. Chloé est restée avec Madame Moreau, la voyante à la retraite du bout du couloir, qui la traitait comme une princesse. Les gens regardaient mon art, s'arrêtaient, ressentaient des choses. C'était comme si une partie de moi s'était endormie, et s'étirait maintenant au soleil, juste au moment où je pensais que rien ne pourrait briser la paix de cette soirée. Je me suis tourné vers la porte, et il était là. Marc. Il avait l'air plus vieux, les traits tirés autour des yeux. Son costume était repassé, ses chaussures brillaient, mais quelque chose dans sa posture s'affaissait. Mon cœur n'a pas fait un bond. Il ne s'est pas brisé. Il a juste attendu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, d'une voix aussi froide que le carrelage de la galerie. « J'ai vu ton nom sur le prospectus de l'exposition. Je devais le voir par moi-même. » J'ai croisé les bras. « Tu aurais pu envoyer un email. » Il a baissé les yeux. « J'ai fait des erreurs, Camille. » C'est une façon de le dire. Il s'est approché. Sophie et moi. Elle est partie il y a des mois. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour la vraie vie. Et je n'arrêtais pas de penser à toi, à Chloé. Je veux faire partie de sa vie. L'audace du personnage. Il n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de carte d'anniversaire, pas même un message quand Chloé avait eu sa 3e opération, et maintenant il voulait revenir alors que tout le plus dur avait été fait.
Je l'ai dévisagé un long moment. Puis j'ai souri, non par gentillesse, mais par lucidité. Tu ne sais même pas quelle est sa couleur préférée, lui dis-je doucement. Et je pense que ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a tressailli et je me suis détourné. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les hommes comme Marc ne s'en vont pas comme ça. Pas sans essayer une dernière fois de récupérer ce qu'ils ont jeté. Et il n'avait pas encore abattu ses cartes. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marc pendant des semaines après la galerie. Une partie de moi espérait que cette confrontation avait suffi, que le silence qui avait suivi signifiait qu'il était retourné ramper dans un coin du monde prêt à avaler ses excuses. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Les gens comme Marc ne reviennent pas pour tourner la page. Ils reviennent pour prendre le contrôle. Ça a commencé par une lettre. Pas de lui, mais d'un cabinet d'avocats. Quelque chose sur la garde partagée et l'intérêt supérieur de l'enfant. Les mots étaient habillés de politesse, mais la menace sous-jacente était tranchante et sans équivoque. Je l'ai apporté directement à mon avocate, une femme inébranlable nommée Justine, qui portait des bottines militaires sous ses jupes crayons et n'avait aucune tolérance pour la manipulation. Son dossier ne tient pas debout, a-t-elle dit. Il a abandonné sa fille. Aucun juge du département de la Gironde ne prendra parti pour ça. Pourtant, le stress s'est infiltré dans mes os comme l'humidité de l'air. Chloé était assez grande maintenant pour ressentir les énergies, et elle a recommencé à faire des cauchemars. Je détestais ça. Je détestais que son ombre puisse encore la toucher, même de loin. Puis est tombé le communiqué de presse. Un architecte de renom de retour à Bordeaux avec une vision pour la famille et la communauté. Il était là. Marc, posant devant la modélisation d'un projet immobilier de luxe sur les quais de la Garonne, le bras autour d'une directrice immobilière souriante. Et glissé dans l'article comme une pensée après coup, Marc Dupont, un père fier de retrouver sa fille, Chloé, prévoit de s'enraciner plus profondément dans la ville qu'il appelait autrefois sa maison. Un père fier. Il ne l'avait pas vue depuis 1 an. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de Chloé. Pas vraiment. Il s'agissait d'image publique, de sa nouvelle entreprise. Il essayait de se forger une image de père de famille, de nous utiliser comme accessoire pour adoucir les angles de son ambition. J'étais furieuse, mais plus que ça, j'avais fini de jouer la gentille. J'ai contacté une amie de Céline, une journaliste d'investigation qui lui devait une faveur. Je ne lui ai pas balancé de rumeurs sales. Je lui ai donné des faits, des dossiers de l'hôpital, des retards de paiement de la pension alimentaire ordonnée par le tribunal, des emails, des SMS, des preuves d'abandon. Elle a publié un article intitulé « L'image plutôt que l'intégrité, l'homme derrière les maquettes ». Ce n'était pas un scandale retentissant, mais ça murmurait juste assez fort pour faire des vagues dans les cercles que Marc essayait d'impressionner. Il a débarqué sur le pas de ma porte 2 jours plus tard. Pas en colère. Souriant. Ce sourire lisse et artificiel qui charmait autrefois les salles de réunion et brisait les excuses en deux. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », a-t-il dit. J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'il puisse voir mes yeux. Oh, au contraire, parce que tu n'as plus le droit de réécrire l'histoire. Sa mâchoire s'est tendue. Ça aurait pu être bon pour Chloé. Non, ai-je répondu d'une voix ferme. Ça aurait été bon pour toi. Elle n'est pas un accessoire. Elle n'est pas ton arc de rédemption. C'est un être humain, et tu ne sais même pas de quelle couleur sont les murs de sa chambre. Il n'a rien dit. Laisse-moi te simplifier les choses, ai-je continué. Reste loin de nous. Arrête d'utiliser son nom dans tes interviews. Laisse tomber cette mascarade où je retournerai voir la presse avec tout le reste. L'espace d'un instant, j'ai vu le masque glisser. Le vrai Marc, brut et acculé. Il n'a pas explosé. Il n'a pas menacé. Il s'est simplement retourné et est parti. Ce fut la dernière fois que je le vis. Il n'y a pas eu de bataille judiciaire, pas de retrouvailles larmoyantes. Juste une fin silencieuse à une histoire qu'il n'aurait jamais dû avoir le droit de contrôler en premier lieu. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en sécurité. Mais plus que ça, je me suis senti libre. 1 an plus tard, je me tenais sous le porche de notre nouvelle maison, petite, aux boiseries blanches et aux volets couleur pêche d'été. Chloé était à l'intérieur, faisant la sieste avec son ours en peluche préféré coincé sous un bras,
et le soleil de fin d'après-midi traversait les fenêtres comme du miel liquide. Tout sentait la lavande et l'encaustique au citron. Il n'y avait plus de gros titres dans les journaux, plus de grandes déclarations, juste une vie douce qui suivait son cours. La galerie m'avait offert une place permanente au printemps. Ma série sur la résilience avait touché une corde sensible. Et soudain, je n'étais plus seulement une femme qui avait survécu à quelque chose. J'étais de nouveau une artiste. Les gens venaient voir mon travail, mais surtout, ils venaient le ressentir. Et dans ces moments de silence entre la toile et moi, je me sentais comprise aussi. Céline était restée dans ma vie, plus loyale que jamais. Nous nous asseyions sur la terrasse à l'arrière avec du thé glacé et de vieux disques de Françoise Hardy, riant de tout et de rien. Elle disait que la maison semblait respirer, comme si elle expirait toujours de la paix. Et c'est peut-être ça, la guérison. Pas un moment précis, mais un espace. Un endroit que l'on construit brique par brique, mot par mot, peinture par peinture, jusqu'à ce qu'il vous enlace doucement et dise « Tu es en sécurité ici ». Chloé a repris des forces. Son opération cardiaque est derrière elle maintenant. C'était un tourbillon de boucles, de questions et de rires qui résonnaient sur le carrelage de la cuisine. Elle adorait peindre à côté de moi, toujours en violet, toujours avec des paillettes. Elle disait des choses comme « Maman, dessinons un dragon qui est gentil ». Et j'opinais du chef parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Je ne fréquentais personne. Pas encore, peut-être jamais. Mais il y avait aussi quelque chose de tendre dans ce choix. Une déclaration affirmant que je n'avais pas besoin d'une histoire d'amour pour me sentir entière, que parfois, la plus grande romance est celle qu'on écrit avec son propre souffle, ses propres mains, sa propre vie. Pourtant, par les chauds samedis, je me surprenais à flâner dans les allées du marché aux puces des quinconces. Je ne cherchais rien en particulier. Mais un matin, je suis tombé sur un homme qui vendait de vieux appareils photo. Il s'appelait Julien, il avait un regard doux et une voix aux accents lents de jazz. Nous avons parlé d'objectifs et de lumière, et de la façon dont certains moments sont mieux capturés par la mémoire. Il ne m'a pas demandé mon numéro. Je le lui ai donné quand même. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café la semaine suivante. Et peut-être, juste peut-être, que c'est comme ça que tout recommence. Pas avec des feux d'artifice, mais avec une tasse de café tranquille par un matin paisible, quand on a déjà fait la paix avec soi-même et que quelqu'un s'intègre tout simplement au rythme qu'on a construit. Je ne sais pas où la route me mènera ensuite. Je sais juste qu'où qu'elle aille, je n'ai plus peur. Parce que j'ai Chloé. Et parce que j'ai la paix. Parce que je me la suis enfin accordée à moi-même.